Alain Dubois, bonjour. Bonjour Dominique. Monsieur Dubois, ça fait combien d'années que Éco-Délices existe ici dans l'érable? Nous autres, on a débuté les opérations dans les milieux des années 80, exactement en 1986. À ce moment-là, on a commencé, c'était pas dans les fromages à ce moment-là, c'était dans les yogourts, mais les débuts, c'est ça, remonte à 1986. Mais qu'est-ce qui vous a donné la piqûre un jour de dire « moi, je deviens fromager ». Ouais, probablement que c'était un coup de tête, parce que c'était pas vraiment une piqûre comme telle, c'était plutôt une réflexion, le résultat d'une réflexion, à savoir qu'au niveau de l'entreprise, la ferme, on regardait voir de quelle façon on pouvait développer un peu la ferme, soit qu'on développait la ferme, ou maintenant qu'on prenait un autre type d'activité. Puis compte tenu, là, on était trois frères à ce moment-là, associés, fait que là, l'idée, on a dit, bon, on va se lancer dans la fabrication de produits laitiers. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est une réflexion par rapport à un développement là, de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, j'imagine qu'il faut aller chercher des qualifications, de l'information. Ça a pris combien de temps là, d'aller apprendre et d'essayer de produire le premier fromage? Ben, premièrement, on n'a jamais fini d'apprendre, ça c'est sûr. Mais disons, quand on part à zéro, pour dire qu'on fait quand même une certaine progression au niveau de la formation, c'est que mon frère est allé à l'Institut de technologie alimentaire de Saint-Hyacinthe pour prendre des formations de fromager de base. Puis après ça, ben il y a toute la question là, de monter le projet, la construction, les permis, les marchés agricoles. Parce qu'à ce moment-là, là, c'était pas évident d'avoir des permis parce que il y avait à peu près plus de fromagerie artisanale au Québec. Là. Toutes les entreprises avaient été rachetées par les entreprises de plus grande ampleur. Fait qu'on était au début de recommencer ça, puis c'est pas tout le monde qui était d'accord à ce qu'il y ait des fromageries qui se réimplantent à ce moment-là dans les régions. Là. Fait qu'il a fallu lutter, je dirais, pour être capable d'obtenir les permis. Mais on avait eu là-dessus quand même l'appui là, des producteurs de lait aussi, là, des syndicats et de la fédération. Fait que non, ça a été si les débuts là, c'est de cette façon-là. Là. Il y a toute la question de la formation, la question du monter le projet, la question financière, bien sûr, puis après ça, la question des permis. Une fois que maintenant vous avez eu l'information pour partir la fromagerie, ça a pris combien de temps à partir de la technique et en arriver au premier fromage là, prêt à vendre? Okay. Ben, la première étape qu'on a fait, ça n'a pas été la production de fromage, c'était la production de yogourt. Un yogourt biologique, parce qu'à ce moment-là, la ferme était certifiée biologique. Puis ce à quoi on tendait, c'était un marché de créneaux biologiques. Fait qu'on est parti dans les yogourts. Les yogourts, c'était à l'érable, nature et fraises. Fait qu'on a fait quelques années comme ça. Puis à un certain moment donné, il est venu quand même une compétition assez forte. Il y a eu une guerre de prix entre les garants de ce monde. Fait que les prix ont chuté, puis à ce moment-là, nous autres, on ne pouvait pas, étant donné le mode de production biologique dans lequel on ne peut pas produire sous la même façon que la compétition, mais là, on n'était plus dans les marchés. Fait qu'on a dû délester là, la production de yogourt pour aller vers les fromages affinés à pâte demi-ferme. Et à quel moment vous avez produit votre premier fromage? Ah, c'est le Mamirol. Lui, il remonte aux années début 90, en 1994, si je ne m'abuse, là, qu'on a produit sous la licence Mamirol, parce que c'est une licence française. Fait que nous autres, on a récupéré la licence qui était au Canada. On a récupéré la licence d'une autre fromagerie. Puis ça a été les débuts. C'est avec le produit de Mamirol qu'on a débuté la production des fromages, les fromages fins. Parce que pour produire un fromage, ça prend une licence parce qu'il devient pâte molle, parce qu'il y a une appellation contrôlée? Non. La licence, c'est parce que le produit Mamirol, c'est une marque de commerce. C'est un produit qui est déjà établi, fait qu'on peut pas le produire si on n'a pas une licence ou une autorisation. Ce qui n'est pas le cas de nos autres produits, qui, eux, sont des produits que nous autres, on a développés sous nos marques de commerce. Donc, à ce moment-là, vous avez votre propre licence pour développer une panoplie de fromages. Oui, la licence, c'est les marques de commerce, si on peut dire. Le droit de produire, lui, c'est le permis de la Régie des marchés agricoles qui nous octroie un permis de produire telle catégorie de produits laitiers. Donc, avec le Mamirol, déjà, vous commencez à gagner des prix. Oui, bien, premièrement, il faut dire que c'est un produit qui a une marque de commerce dans lequel il y avait une méthode de produire qui était connue, parce qu'on a acheté la licence, mais en même temps, on avait aussi l'expertise pour le produire. Fait que ça nous a permis, en fin de compte, d'arriver rapidement avec un produit à point. Mais c'est ça. Puis là, on a produit le Mamirol. Puis, étant donné qu'il y avait une certaine expertise, on a gagné plusieurs prix avec le Mamirol. On était au début des fromages fins aussi. On a eu de l'aide de des connaisseurs, des gens de la télévision, des gens qu'on connaissait qui aussi ont contribué là, à faire connaître ce produit-là. Donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, on se retrouve 20 ans plus tard avec une panoplie de fromages qui a gagné des prix.
quels ont été les moments les plus difficiles dans l'ascension là, à en venir jusqu'à aujourd'hui? Les moments les plus difficiles... honnêtement, j'ai de la difficulté à les nommer parce qu'il y en a quand même quelques-uns, parce qu'on a fait face à plusieurs contraintes, que ce soit sur le plan là, de l'inspection des produits alimentaires par rapport aux contraintes que ces gens-là apportent à l'industrie, qui souvent sont adaptées à la grande entreprise, puis pas aux petites fromageries. Fait que c'est toute une question d'adaptation des normes, des règles, et puis aussi la question au niveau du contrôle d'appellation, que quand on fait de l'affinage sur des planches de bois, c'est pas nécessairement des techniques qui sont reconnues par ces gens-là. Fait qu'il faut toujours démontrer la façon de faire, la façon de produire, qui est pas toujours en règle avec les normes. Fait que ça, c'est un des volets importants là, de l'implantation d'une fromagerie, là, tout ce qui a trait aux normes alimentaires par rapport à le modèle de normes qui s'applique, comme je le disais, là, à des grandes entreprises plus qu'à des entreprises là, de plus petits formats. Ça, c'est un volet là, qui est quand même assez important. Tu as toujours le volet financier, de développement, qui est... Je pense que toutes les entreprises font face à ça. Après ça, ben l'acquisition d'expertise, parce que dans les techniques qu'on a, il n'y a pas vraiment d'institutions au Québec qui soutiennent ces formations-là, puis qui soutiennent ces développements-là. On n'a pas beaucoup d'expertise comparé souvent aux pays européens. Fait qu'il faut nous autres mêmes investir puis développer l'expertise. Fait que je dirais que c'est les trois principaux volets là, qui sont pour lesquels là, il faut être un peu décidé. Et quand on développe un nouveau produit, ou vous parliez tantôt là, de production sur planche de bois, quand on développe un nouveau produit par rapport à une nouvelle méthode, est-ce que les autorités vont vous donner une nouvelle classification ou ils vont tenter eux autres de s'adapter ou de vous adapter à leur créneau? Ben, premièrement, la question des classifications. Les fromages, il y a déjà une classification dans les fromages. Il y a des pâtes molles, des pâtes demi-fermes, des pâtes fermes, et il y a différentes classifications. La question n'est pas à ce niveau-là, parce qu'on cadre on cadre dans une ou l'autre de ces classifications-là. C'est plutôt sur le plan réglementaire, de la question de salubrité, de nettoyage. C'est que lorsqu'on a des équipements qui sont peu communs ou différents du secteur, là, il faut démontrer, ou soit dans les méthodes de lavage, les méthodes d'entreposage, qu'il n'y a pas de problème, puis que ces méthodes-là peuvent être appliquées sans avoir de problème, en fin de compte, sur la question de salubrité des aliments. Monsieur Dumois, parlez-moi un peu de toute la panoplie de vos fromages que vous avez produits jusqu'à maintenant. Okay. Premièrement, pour guider les gens, dans la question des fromages, nous autres, on se situe dans la catégorie des fromages à pâte demi-ferme, à croûte lavée, ce qui signifie que c'est une question de texture, puis le mode d'affinage, c'est croûte lavée. Ça veut dire que c'est des fromages qui sont affinés en surface. Le goût des fromages se développe par le type d'affinage, la solution d'affinage qu'on met sur les fromages, puis pour lesquels, là, jour après jour, on appelle ça les frottés, on appelle ça les cagelés, avec lesquels on les frotte. Puis ce qui permet justement aux solutions d'affinage de se développer. Puis selon les solutions, il y a des goûts différents qui se développent. On a, nous autres, 6 produits, dont le Mamirol dont on parlait plus tôt, qui était notre premier fromage. Ensuite de ça, on a eu la raclette des Appalaches. On a développé le délice des Appalaches, qui, lui, est un fromage toujours dans la même catégorie, mais dans la catégorie de saveur, parce que dans son affinage, en fin d'affinage, on le met dans la pomme de glace, qui est un alcool de pomme. Fait que ça lui donne un petit goût sucré. C'est un fromage de saveur. Ensuite de ça, on a la clé des champs. On a le Louis Dubois aussi, qui, lui, est en l'honneur de notre ancêtre, parce que ce qu'il faut dire, c'est que mon fils, c'est la 7e génération sur la ferme. Fait que c'est en l'honneur de Louis Dubois, qui était l'ancêtre qui, lui, a défriché la ferme. Puis après ça, on a le Champêtre, qui, lui, c'est un fromage là, qu'on a développé strictement pour le réseau de IGA Sobeys. Okay, parce qu'il peut arriver que vous ayez des commandes pour des grandes chaînes ou c'est vous qui avez décidé de le faire? Non, c'est dans le cadre d'une politique de IGA de développer une gamme de produits qui est spécifique à eux autres. Puis on fait appel à ce moment-là à 8 artisans du Québec, 8 fromageries différentes pour leur fournir 10 produits. Pour lesquels, justement, ces fromagers-là font un produit spécifique pour IGA. Donc, vous entrez en compétition avec d'autres artisans?
On est, oui, dans un certain sens, parce qu'on courtise un peu les mêmes marchés, mais en même temps, le marché est en croissance. Fait que c'est toujours c'est toujours difficile de dire là, c'est quoi là, qui est un ou l'autre. Je pense que le fait que le marché se développe, c'est surtout et aussi dû au fait qu'il y a beaucoup d'offres de produits différents. Fait on correspond peut-être plus au goût particulier des individus. Fait que ce qui permet justement que le marché se développe. Fait que je penserais pas que ce soit une contrainte, c'est peut-être plutôt un élément favorable. Moi, je pense que je vois pas d'un mauvais œil que les fromageries se développent et que les produits, il y a de plus en plus de produits offerts. Si on se comparait au secteur automobile, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une automobile qui est comme une autre, là. Fait que on en est rendu pratiquement à faire une automobile pour chaque individu. Fait que je ferais peut-être un petit rapprochement avec les fromages, là, dans le sens que plus il y a d'offres, plus il y a de types de produits, plus on développe le marché. Mais ça doit quand même faire un petit velours de se voir reconnaître par une grande industrie, des grands distributeurs, et de se voir sur les tablettes à tous les jours. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est pas, c'est le résultat d'une démarche aussi, parce qu'il faut comprendre que quand on s'adresse à ces gens-là, ce qu'ils souhaitent avoir, c'est une certaine régularité au niveau du produit, autant au niveau de la qualité, puis du goût que des quantités, puis la possibilité d'approvisionner les marchés aussi. Fait que faut que la structure de l'entreprise puisse permettre ça. Là. On peut pas non plus s'adresser à ces gens-là avec le sérieux qu'on les connaît de façon là, approximative. Là. Parlez-nous un peu aussi des procédures. Lorsque le matin, le lait arrive, j'imagine que c'est la première procédure, comment ça fonctionne pour en arriver à la production d'un fromage? Okay. Oui, évidemment, il faut être capable de recevoir du lait pour être capable de produire des fromages. La première étape, c'est la réception du lait. Ensuite de ça, je vais brosser un tableau quand même succinct, là, pas trop technique. On reçoit les fromages. Ensuite de ça, nous autres, on fait des fromages qui sont pasteurisés. Ça veut dire la seconde étape, c'est de pasteuriser le lait avant justement de le mettre en cuve puis de faire l'ensemencement. Fait que tu as la pasteurisation qui, elle, fait en sorte là, de entre guillemets, là, stériliser le lait pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on le met en cuve, puis c'est là que la principale partie là, de production se fait, à savoir qu'on met les ferments, on met la présure dans le lait pour en arriver à obtenir un caillé. Ensuite de ça, on procède au délactosage. Ça veut dire qu'on enlève la partie liquide du caillé. On le met ensuite, on transfère le caillé dans un bassin de pressage. Fait que là, on continue à éliminer le petit lait qu'on appelle, là, pour justement en arriver à avoir strictement là, une pâte là, qui est relativement ferme. Ensuite de ça, on découpe la pâte en format qu'on désire, là, tout dépendamment là, du produit qu'on va finir, soit des meules ou bien non des formats de plus petite dimension. Après ça, on met ces blocs ou ces morceaux de fromage-là dans la saumure. Ça veut dire que là, pendant une période de temps qui est variable, on met les blocs de fromage dans l'eau et du sel, une saumure, pendant un certain temps. Ensuite de ça, on transfère ça sur des planches de bois, puis c'est là que commence la période d'affinage. Là, on va ensemencer les fromages avec différentes solutions d'affinage pour développer différents goûts. Cette partie d'affinage-là dure habituellement de 2 à 3 semaines. Ensuite de ça, au bout de ces 2 à 3 semaines pendant lesquelles on les a lavés, on les a retournés, on transfère ça dans les salles de séchage pour, tout dépendamment des produits, va durer de 1 à 6 mois. Fait qu'il y a des fromages là, qui vont passer plus de temps que d'autres pour que les goûts se développent plus, que ce soit plus prononcé. Puis après ça, là, on va du côté de l'emballage puis de l'expédition. Toute une aventure, mais vous me dites qu'il y a des fromages qui vont vieillir jusqu'à 6 mois. Oui, 6 mois. Il y a des fromages là, entre le moment où on les produit et le moment où ils vont être expédiés, ils vont avoir 6 mois. Est-ce qu'il y a des périodes de production propices pendant l'année? Il y a tous nos produits sont constamment en production. Sauf qu'en termes de quantité, c'est sûr qu'il y a des périodes là, qui sont variables. On comprend que la période des fêtes, c'est la plus grande période là, de consommation des produits. Mais il n'y a pas de saison pour lesquelles il y a des fromages qu'on met pas en production. Il y a combien d'employés qui travaillent chez vous?
Actuellement, on est à 10 employés. Là-dessus, il y a des gens qui sont évidemment de jour. Il y a du travail aussi qui se fait en soirée. Puis il faut comprendre que les fromages, ils prennent pas de vacances. Fait que il y a aussi les fins de semaine et les congés. Fait que faut quand même qu'il y ait des gens là, qui, quotidiennement, là, s'occupent de les chouchouter. 7 jours sur 7. Oui, effectivement, 365 jours par année. C'est ça. Ça crée de l'emploi dans la région, donc c'est excellent. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est dur d'aller chercher de l'expertise des employés qui ont de l'expérience dans ce domaine-là? Oui, habituellement, on peut pas trouver des employés qui ont déjà l'expertise. Ce qu'on fait, c'est on essaie de trouver des employés qui ont l'attitude de réceptive à la formation, puis aussi qui ont un grand degré d'écoute puis d'observation, parce que c'est quand même artisanal. Artisanal, le terme signifie qu'il y a une grande implication des individus dans le procédé de transformation et de maturation des fromages. Fait que ça prend des gens qui ont une écoute puis qui sont attentifs à leur travail. Fait que on va plus du côté des qualités là, humaines des gens, là, je dirais, là, que la partie technique qui, elle, là, souvent, on la transfère ou on s'en occupe de former les gens. Est-ce que vous prévoyez faire ça encore longtemps? Est-ce que pour vous, il n'y aura pas de retraite? Est-ce que pour vous, la retraite, ça va être de créer encore des fromages? La retraite, je ne me suis pas encore arrêté à savoir ce que ça signifiait le terme là, dans mon esprit, en quoi ça peut consister. Ce que je peux dire, c'est que mon père, il est encore actif au niveau de l'entreprise un peu. Fait que si la retraite, ça vient... Des fois, c'est plutôt une transformation des tâches, puis tranquillement, on en fait un peu moins, on transfère des tâches à d'autres. Retraite, là, complète, non, je n'ai pas encore envisagé. J'aimerais ça qu'on nous explique vraiment la différence de goût ou de texture qu'il y a entre vos fromages. C'est pas une question vraiment de texture, parce qu'on est tous dans les catégories de pâtes demi-ferme. La texture peut varier un peu, parce que la catégorie des fromages demi-ferme, elle a quand même une certaine variabilité là, en termes de densité. Mais pour l'essentiel, c'est similaire. Où ça se démarque, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau des solutions d'affinage. Ça veut dire qu'on va développer des goûts selon justement ce qu'on va choisir comme solution d'affinage, des goûts plus boisés, champignonnés, il y en a qui disent barn, des goûts là, qu'on retrouve dans la nature pour les gens qui ont l'occasion des fois de faire des expériences. Bon, et on fait des rapprochements de goûts. C'est plus dans ce sens-là que les goûts sont différents. Parce qu'en termes de texture ou de présentation, c'est similaire. À l'exception, évidemment, là, du Mamirol, qui lui a une croûte orangée, là, qui lui se distingue là, carrément là, des autres en termes de visibilité là, de ce qu'on peut voir du fromage. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une croûte orangée? Oui, c'est un produit, c'est le roucou. C'est un produit naturel qui vient d'un arbre, c'est de l'écorce d'un arbre. C'est lui qui donne une couleur orangée au fromage. C'est plus une question distinctive qu'une question de goût, parce que ça n'apporte pas vraiment un goût au fromage. C'est plus sur le plan visuel. Avec toute l'expérience que vous avez acquis au cours des 20 dernières années, si vous auriez à recommencer depuis le début, est-ce que vous le feriez? C'est la fameuse question. Je pense que c'est la même réaction de tous les entrepreneurs. Quand on regarde ça après coup, on se dit beaucoup de choses. Mais dans le fond, oui, on recommencerait. Peut-être pas toujours de la même façon, mais on recommencerait. Mais en 20 ans, qu'est-ce qui vous a le plus déplu et qu'est-ce qui vous a le plus plu, que vous avez vraiment aimé le plus dans l'ascension, mais dans le développement de vos produits? Je pense que ça va ensemble. Ce qui nous a déplu, ce qui nous a plu, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, les contraintes auxquelles on doit faire face pour justement s'implanter dans le marché, se faire reconnaître, puis de se développer. Puis en même temps, ce qui est plaisant là-dedans, c'est quand tu viens des prix de reconnaissance, autant de la part des consommateurs, là, parce qu'on a gagné plusieurs prix, là, on a gagné jusqu'à présent, on a gagné 22 prix différents avec nos produits. Mais c'est intéressant. Mais quand on rencontre les consommateurs, quand on va dans des dégustations ou des salons, là, de voir le sourire là, quand ils goûtent, les yeux agrandissent. Là. Je pense que c'est là que tu vas chercher le plaisir. Mais justement, on parle de plusieurs prix. Est-ce qu'il y a différents concours? Est-ce qu'il y a des prix régional, provincial, national? Oui, nous autres, sur le plan régional, il n'y a pas de prix au Québec sur le plan régional. Il y a des petits salons, mais c'est essentiellement les prix provinciaux, les Caséus, que la plupart des gens connaissent. Après ça, il y a des prix nationaux. Il y en a deux
il y a 3 grands prix pour lesquels nous autres on participe. Il y a le British Empire Cheese Show. Après ça, il y a le Royal Fair de Toronto. Et le Grand Prix des fromages canadiens. C'est ça, le Grand Prix des fromages canadiens, qui est le 3e. Puis on participe aussi à 2 concours qui sont internationaux. Il y a le American Cheese Show aux États-Unis, puis le British qui est en Europe. Et rappelez-nous un peu les prix que vous avez gagnés, que ce soit au niveau régionaux, provinciaux ou internationaux. Je les ai pas en mémoire parce qu'il y en a 22, mais on a gagné au Glycaseus, on en a beaucoup. Le British Empire Cheese Show, celui-là, on en a 5, si je ne m'abuse. Après ça, on a un prix du concours américain, qui était l'American Cheese Society. Puis après ça, à Toronto, l'autre concours national à Toronto, les grands fromages canadiens aussi, on a des prix là. Fait qu'on a des premières, des deuxièmes places. Là, fait que c'est les principaux concours pour lesquels on a gagné. Puis là, ben, dans ces mêmes concours-là, on a gagné à plusieurs reprises pour différents fromages aussi. Et quel est le prix qui vous a fait le plus plaisir à recevoir? Ben, c'est toujours notre premier. C'est le premier, c'était le Caseus qu'on a eu au Québec. Puis c'était une belle initiative aussi des gens du Québec d'initier justement pour les fromageries là, un concours provincial. Ça, c'est la première fois d'en gagner, c'est toujours plaisant. Après ça, je dirais peut-être celui-là qui a le plus de signification sur le plan de la commercialisation, c'est peut-être celui de Toronto, les grands fromages canadiens, puis celui de l'année passée, honnêtement, là, avec le British Empire Cheese Show, la première place, toute catégorie avec la clé des champs, ça c'est... ouais. Toute catégorie, ça veut dire, c'est parmi tous les fromages qui ont été présentés, c'est celui-là qui s'est démarqué par rapport au juge. Celui-là, pas mal agréable. Et quand on gagne des concours comme ça, est-ce que ça nous ouvre une part de marché? C'est pas automatique, mais sauf que quand les gens de distribution vont faire les représentations aux chaînes ou ben non, aux principaux réseaux, ben ces gens-là sont au fait là, des gagnants. Fait que là, ça donne une crédibilité parce que souvent on n'est pas connu non plus, c'est quand même une petite fromagerie, mais le fait d'avoir gagné un concours, ben ça rouvre les portes ou en tout cas, ça améliore l'écoute. Mais vous êtes une fromagerie artisanale. Est-ce que vous êtes ouvert au public? Oui, on est ouvert au public, mais étant donné qu'on n'est pas sur un axe routier de grande envergure, c'est le moins qu'on peut dire, c'est pas facile. Fait qu'on est ouvert, mais sur semaine, pendant les heures de production. Fait qu'on n'a pas de personnes qui sont dédiées là, vraiment la fin de semaine pour répondre au public. Mais les gens peuvent aller chez vous et se procurer des produits ou sinon dans toutes les bonnes épiceries. Oui, c'est ça. Sur semaine, les gens peuvent se présenter chez nous de 8h30 à 16h30 l'après-midi, puis ils ont accès à tous nos produits. Sinon, ben on est dans toutes les chaînes au Québec, là, les principales chaînes Métro, IGA. On est dans le réseau végétarien. On est chez Costco aussi, avec le Mamierol. Il y a toute la partie institutionnelle, les restaurants dans lesquels on est au Québec. Après ça, on est sur le marché de Toronto, puis l'Ouest canadien aussi. Et au niveau régional, est-ce que la communauté de l'érable répond bien justement à vos produits? Oui, bien, pour les gens qui les connaissent, parce que je ne sais pas pourquoi, là, c'est comme on n'est jamais un peu prophète dans son pays, on n'est pas toujours connu. Fait que c'est peut-être un petit peu aussi la raison de notre entrevue. Mais pour les gens qui nous connaissent, oui, non, sans aucun problème, là, ils apprécient nos produits, oui. Et si vous auriez à caractériser vos produits, votre démarche, vos produits, votre fromagerie, c'est quoi une phrase clé là, que vous employeriez pour vous décrire? Le vrai. Je dirais que c'est le vrai parce que c'est un peu ce qu'on tente actuellement de faire. On a comme passé un peu l'étape là, on a eu l'implantation de plusieurs fromageries au Québec. Puis là, je pense qu'il faut être capable que les consommateurs puissent reconnaître les vrais produits artisanaux à travers les produits qui sont offerts un peu partout dans les chaînes. Parce que des fois, il y a, on peut dire peut-être des imitations de produits artisanaux. Puis ça, c'est pas évident là, pour les consommateurs de distinguer, de faire la nuance entre les deux. Fait qu'on est toujours confronté à ça sur les marchés. Moi, je dirais que c'est probablement ça là, le point là, majeur. Est-ce qu'il existe des endroits ou des expositions où les gens peuvent aller une fois ou deux par année pour voir vos produits? Nous autres, on participe principalement à trois expositions. Il y a le Festival des fromages de Victoriaville, le défunt Warwick. Ensuite de ça, on est à Magog, au vendange de Magog. Après ça, on est à Montréal à 2 reprises. On est au Festival de Ville en Lumière à Montréal, puis le Festival du jazz aussi.
Fait que c'est les principales activités là, dans lesquelles nous autres on participe. Il y a aussi, en cours d'année, à 3 reprises, il y a mais c'est pas ouvert au public, c'est pour l'institutionnel là, dans lequel on fait des représentations au niveau des restaurateurs. Parlez-nous un peu de votre réseau de distribution, comment ça fonctionne. On a principalement 2 réseaux de distribution. Il y en a un qui est strictement là, du côté de Costco, il est spécifique à Costco. Ensuite de ça, un autre réseau majeur pour la question des chaînes, des grandes chaînes, qui est Fromage CDA, qui lui s'occupe de distribuer à chacune de ces chaînes-là là, notre produit. Fait qu'on parle de métro, IGA, toute la partie institutionnelle, le végétarien, les boutiques spécialisées. Fait que ça, c'est nos 2 principaux réseaux. Ensuite de ça, on a quelques clients là, qui nous sont spécifiques, là, des entreprises de transformation. Et quel est le fromage le plus populaire de votre variété? C'est notre premier, le Mamirol. Le Mamirol, ça représente une bonne partie de nos ventes. Et c'est quoi les commentaires que vous recevez des gens, autant du grand public que de ceux qui vous le distribuent? Ouais, les gens, c'est comme un produit à part. Comme des fois, les gens, là, je fais une publicité pour un de mes adversaires, comme le Oka. C'est une référence. Fait qu'à chaque fois oui, le Mamirol, on connaît, oui, c'est bon. Il est spécifique et particulier de par, comme je l'ai mentionné, sa couleur puis son goût. Fait que ça, c'est comme notre vaisseau amiral, là. C'est notre premier fromage, c'est celui-là qui s'est démarqué le plus. Mais on a aussi d'autres fromages là, qui ont le caractéristiques puis qui plaisent aux gens. Alain Dubois, je vous remercie de nous avoir accordé l'entrevue. Ça fait plaisir.